Chapitre 1. Les fondements du pouvoir. Marcus Todd se tenait aux fenêtres à claire-voie de son bureau d'angle, regardant la silhouette de Chicago percer le brouillard matinal. À 38 ans, il était devenu exactement ce que son père, Randolph Todd, avait toujours exigé, un homme d'affaires impitoyable, la glace dans les veines et l'acier dans la colonne vertébrale. L'empire du bâtiment des Todd s'étendait sur 3 États. Mais Marcus connaissait chaque rivet, chaque contrat, chaque nom d'employé. Sa secrétaire, Nan Mayor, frappa doucement avant d'entrer. « Monsieur Todd, votre femme a appelé. Elle ne vous rejoindra pas pour le déjeuner aujourd'hui. Il s'agit d'une réunion caritative. » Marcus ne se détourna pas de la fenêtre. 3e réunion caritative de Christie cette semaine. Sa mâchoire se serra imperceptiblement. « Merci, non. Annulez mes rendez-vous de l'après-midi. Je dois visiter le projet du quartier portuaire. » Le projet du quartier portuaire était le joyau de Marcus, un projet de développement riverain de 200 millions de dollars qui allait ancrer le nom des Todd dans l'histoire de Chicago. Mais surtout, c'était là qu'il menait sa propre surveillance depuis 4 mois. Marcus avait grandi en regardant son père bâtir l'entreprise à partir de rien. Il avait appris que la loyauté se gagnait par la peur et que le respect se prenait, jamais ne se donnait. Randolph Todd lui avait appris que la faiblesse était une maladie qui infectait tout ce qu'elle touchait. Un homme qui ne contrôle pas sa propre maison ne peut pas contrôler un empire, disait son père. Marcus avait intériorisé chaque leçon. Son mariage avec Christie Hurst avait été stratégique au départ. Son père possédait des biens immobiliers de premier ordre dont Todd Construction avait besoin. Mais au cours de leurs 12 années de mariage, Marcus était tombé amoureux de son esprit vif et de son indépendance farouche. Ils avaient 2 enfants, Benjamin, 10 ans, et Flora, 8 ans. Marcus avait tout donné à Christie, pouvoir, statut, liberté de poursuivre ses intérêts. Cette liberté, il le réalisait maintenant, avait été une erreur. Les photos de la détective privée étaient enfermées dans le coffre-fort de son bureau, mais Marcus en avait mémorisé chaque détail. Christie et Craig Fitzgerald, son propre vice-président des opérations, se réunissaient à l'hôtel Riverside tous les mardis et jeudis depuis 6 mois. La trahison était plus profonde encore, car Craig était le protégé de Marcus, quelqu'un qu'il avait recruté au sein des équipes de construction et préparé à diriger. Mais Marcus Todd ne céda pas. Il planifia. Au quartier portuaire, Marcus rencontra Lon Carlson, son contremaître le plus fidèle. Tout était prêt pour la réunion du conseil d'administration de la semaine prochaine? Lon acquiesça, son visage buriné et sérieux. Toute la famille sera là. Jusqu'au dernier. Le sourire de Marcus était froid comme l'acier. Mon père, mon oncle Nelson, Craig et, bien sûr, ma tendre épouse. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Marcus construisait son propre empire au sein de l'empire. Alors qu'il pensait qu'il se concentrait uniquement sur le quartier portuaire, il avait discrètement acquis des propriétés, noué des partenariats et noué des relations qui lui seraient utiles le moment venu. La réunion du conseil d'administration ne se résumait pas au rapport trimestriel. C'était le théâtre pour Marcus du premier acte d'un drame soigneusement orchestré qui allait détruire tous ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 2. La toile de la tromperie. Craig Fitzgerald ajustait sa cravate dans le miroir des toilettes de la direction. Son reflet montrait un homme qui se croyait intouchable. À 35 ans, il était beau d'une manière qui lui avait toujours facilité les choses. Par ses discours enjôleurs, il avait trouvé des opportunités, des lits, des vies qu'il n'avait pas le droit d'aborder. Sa liaison avec Christie Todd avait commencé assez innocemment. Elle était seule, négligée par un mari qui semblait plus se soucier du béton et de l'acier que de la femme qui réchauffait son lit. Craig avait été là avec les mots justes, le beau visage, les promesses justes. Elle mérite mieux que lui, murmura Craig en redressant les épaules. Ce soir, après la réunion du conseil d'administration, Christie et lui allaient enfin tout dire à Marcus. Il préparait cela depuis des semaines. Christie demanderait le divorce, prendrait la moitié de tout, et Craig démissionnerait pour créer sa propre entreprise. Grâce à l'accord de Christie et à ses relations dans le secteur, ils allaient construire quelque chose de magnifique ensemble. Craig ignorait que Marcus lui avait fourni de fausses informations pendant des mois, lui laissant croire que certains contrats étaient plus précieux qu'ils ne l'étaient, certaines propriétés plus rentables. Chaque conversation, chaque document que Craig pensait copier en secret avait été soigneusement préparé. Dans son bureau en attique chez Todd Construction, Christie Todd examinait les papiers de divorce préparés par son avocat. Elle ressentit un pincement de culpabilité en regardant la photo de famille sur son bureau.
Marcus l'entourait de son bras, les deux enfants souriaient, mais la repoussaient. Marcus était devenu froid, distant, obsédé par le travail. Craig la faisait se sentir à nouveau vivante, désirée, chérie. Elle avait été prudente. Elle croyait que les réunions caritatives étaient réelles. Elle y assistait bel et bien, mais seulement après ses rencontres avec Craig. Le programme élaboré de mensonges était devenu une seconde nature. Elle était même fière de la fluidité avec laquelle elle avait tout géré. Christy ignorait que Marcus avait installé un système de surveillance dans sa voiture 6 mois plus tôt, qu'il traquait chacun de ses mouvements, enregistrait chacune de ses conversations. Elle ignorait qu'il avait engagé des acteurs pour assister aux réunions caritatives auxquelles elle prétendait assister, lui fournissant ainsi des alibis parfaits pour justifier ses allées et venues. Au manoir familial des Todd, Randolph Todd était assis dans son bureau, examinant l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du lendemain. À 72 ans, il restait vif comme un fer. Mais ces derniers temps, il remettait en question le jugement de Marcus. Le projet Arbor District consommait trop de ressources, et certaines acquisitions immobilières semblaient douteuses. Son jeune frère, Nelson Stanton, qui avait changé de nom après avoir épousé une riche femme, lui avait murmuré des inquiétudes concernant les récentes décisions de Marcus. Ensemble, ils avaient prévu de contraindre Marcus à assumer un rôle plus restreint au sein de l'entreprise. Non pas de le démettre complètement, mais de lui couper les ailes, de le rendre plus maniable. Ils ignoraient que Marcus anticipait ce changement depuis plus d'1 an, que chaque décision douteuse avait été conçue pour les rendre complaisants, pour leur faire croire qu'ils avaient le dessus. La famille Todd avait toujours été axée sur le pouvoir, le contrôle et la loyauté. La réunion du conseil d'administration de demain allait les mettre tous les trois à rude épreuve, d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait imaginée. Marcus passa la soirée dans son bureau, non pas à examiner des contrats ou des rapports, mais à lire un livre sur la guerre dans la Rome antique. Il avait toujours été fasciné par les plus grands stratèges de l'histoire, des hommes qui retournaient les forces de leurs ennemis contre eux. Ses enfants frappèrent à sa porte avant de se coucher. En serrant Benjamin et Flora dans ses bras, Marcus ressentit un instant de sincère tristesse. Ils seraient les victimes de ce qui allait arriver, mais il ne laisserait pas la trahison impunie, même si elle provenait de son propre sang. S'il préférait leur mère à lui, il finirait par apprendre la même leçon que tout le monde. Le nom Todd avait un sens, et Marcus brûlerait tout avant de le laisser déshonorer. Chapitre 3. Le premier coup. La salle de réunion du conseil d'administration de Todd offrait une vue spectaculaire sur le lac Michigan. Ses baies vitrées reflétaient la puissance et l'ambition de 4 générations de constructeurs. La table en acajou pouvait accueillir 20 personnes, mais aujourd'hui, seules 6 personnes comptaient. Marcus, son père Randolph, son oncle Nelson Stanton, Craig Fitzgerald, Christy et Dwayne Ross, l'avocat de longue date de l'entreprise. Marcus arriva le premier, comme toujours, son costume anthracite impeccable, l'expression indéchiffrable. Il déposa un porte-document en cuir à sa place et consulta son téléphone. Tout était en place. Randolph entra avec sa prestance caractéristique, suivi de Nelson, dont la nervosité trahissait son malaise face à leur projet. Craig entra avec son assurance habituelle, hochant la tête à Marcus comme s'ils étaient encore de proches alliés. Christy arriva la dernière, élégante dans une robe bleu marine que Craig l'avait aidé à choisir. Avant de commencer les rapports trimestriels, annonça Randolph d'une voix imprégnée d'une autorité vieille de plusieurs décennies. Nelson et moi avons quelques inquiétudes quant à la direction que prend cette entreprise. Marcus se renversa dans son fauteuil, l'air détendu. Je t'écoute, papa. Le projet Arbor District est une véritable hémorragie financière, dit Nelson en consultant ses notes. Ces acquisitions immobilières que vous avez faites ne correspondent pas à notre modèle économique principal. Vous prenez des risques inutiles avec l'héritage familial. Craig se dandina, mal à l'aise. C'était lui qui avait fourni à Nelson des informations privilégiées sur les transactions de Marcus, pensant ainsi protéger l'entreprise des décisions de plus en plus erratiques de son patron. Nous avons pris une décision, poursuivit Randolph, les yeux fixés sur son fils. Tu vas quitter ton poste de PDG. Tu peux rester responsable du développement, mais l'entreprise a besoin d'une direction plus conservatrice. Christy lava le visage de son mari, s'attendant à de la colère, de la peine, une réaction émotionnelle. Au lieu de cela, Marcus sourit, une expression froide et prédatrice qui lui donna la chair de poule. On te vire de l'entreprise familiale. La voix de Randolph s'éleva, son sang-froid finissant par craquer. Une déception indescriptible.
Ces mots flottaient dans l'air comme du poison. Marcus les avait déjà entendus des années auparavant, lorsqu'il avait échoué à atteindre un objectif impossible que son père avait fixé. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il était prêt. Christy se leva, le cœur battant. Craig et elle avaient planifié ce moment, mais le voir arriver, voir la carrière de son mari anéantie la rendait malade. Pourtant, elle persévéra dans leur scénario. Notre mariage est terminé. Je prends les enfants. Marcus se tourna vers sa femme, l'air inchangé. Je vois. Ils m'ont donné 1 heure pour ranger mon bureau, dit Marcus doucement en se levant. Son calme était plus troublant que n'importe quelle colère ne l'aurait été. 1 heure pour enlever 12 ans de ma vie de cet immeuble. En se dirigeant vers la porte, Marcus sortit son téléphone et appuya sur un bouton. Le message était simple, exécuter la première phase. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, leurs téléphones s'illuminèrent de SMS. Le premier SMS arriva sur le téléphone de Randolph, puis sur celui de Nelson, puis sur celui de Craig, puis sur celui de Christy. Chaque téléphone vibra, avec le son caractéristique d'un message urgent, puis d'un autre, puis d'un autre. Randolph regarda son écran et le visage de mon père devint blanc comme un fantôme. Le message était simple. Todd Construction détient désormais toutes les dettes liées à Stanon Holdings. Paiement intégral dû immédiatement, sinon les actifs seront saisis. Monsieur Todd, PDG de Todd Industries. Le téléphone de Nelson affichait un message similaire concernant ses biens personnels, son yacht et les fonds fiduciaires de ses enfants. Le SMS de Craig était plus personnel. Votre contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. Toute violation entraîne la perte immédiate de toutes les options d'achat d'actions et de vos prestations de retraite. Une action en justice est en cours. Service juridique de Todd Industries. Le message de Christy était des plus cruels. Le contrat de mariage reste en vigueur. La clause d'adultère est activée. Vous n'obtenez rien. Les enfants restent avec moi. Marcus, il me supplie d'arrêter, mais il était déjà trop tard. L'appel téléphonique a immédiatement commencé. Randolph composait frénétiquement le numéro, son empire s'effondrant en temps réel tandis que les propriétés qu'il pensait posséder se révélaient être détenues par des sociétés écrans contrôlées par Marcus. Nelson hurlait dans son téléphone tandis que ses avoirs étaient gelés par des décisions de justice préparées des mois à l'avance. Craig découvrit que toutes les relations qu'il pensait avoir dans le secteur avaient été systématiquement empoisonnées contre lui par des histoires soigneusement fabriquées sur son éthique professionnelle et sa conduite personnelle. Christy se retrouva exclue de tous ses comptes, de toutes ses cartes de crédit, de tous les aspects de sa vie qu'elle tenait pour acquis. Marcus Todd avait passé 2 ans à bâtir un empire parallèle dans l'ombre, s'endettant et s'arrogeant les moyens de pression nécessaires pour anéantir tous ceux qui le trahiraient. Le projet Arbor District n'était pas qu'un simple projet de construction. C'était la façade du plan de vengeance le plus sophistiqué que Chicago ait jamais connu. Dans la salle de réunion, le chaos régnait autour d'eux. La voix de Marcus résonna dans l'interphone. Vous vouliez un nouveau PDG? Vous en avez un. Todd Industries détient désormais le contrôle de Todd Construction. Bienvenue dans votre nouvelle réalité. La guerre avait commencé et Marcus Todd détenait toutes les armes. Chapitre 4. Le dénouement. 3 jours après la réunion du conseil d'administration, l'ampleur des préparatifs de Marcus devint terriblement claire. Depuis son nouveau siège social, une tour de verre étincelante qu'il construisait secrètement depuis 18 mois. Marcus regardait son ancienne vie se consumer avec le même intérêt détaché qu'il aurait pu manifester en assistant à la démolition d'un bâtiment. Randolph Todd était assis dans son bureau, entouré de documents juridiques détaillant la destruction systématique de tout ce qu'il avait mis 50 ans à bâtir. Marcus ne s'était pas contenté d'accumuler des dettes. Il avait manœuvré avec prudence pendant 2 ans, achetant des prêts hypothécaires, acquérant des prêts hypothécaires, créant des holdings qui contrôlaient désormais tous les aspects de la fortune familiale Todd. Comment, chuchota Randolph à la pièce vide. Le fils qu'il avait élevé pour être impitoyable était devenu quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé possible. La réponse résidait dans la planification méticuleuse de Marcus. Alors que tout le monde le croyait concentré sur les projets de construction, il les étudiait, découvrant leurs faiblesses, leurs peurs secrètes, leurs vulnérabilités cachées. Chaque dîner de famille, chaque réunion d'affaires, chaque conversation informelle était une collecte de renseignements. Il découvrit que son père avait lentement transféré des actifs à l'étranger, se préparant à expulser Marcus de l'entreprise.
Nelson détournait de petites sommes depuis des années. Pas assez pour être remarqué individuellement, mais suffisamment pour constituer un crime fédéral une fois compilé. Craig avait vendu des secrets d'entreprise à des concurrents, pensant nouer des relations en vue de son départ. Mais Marcus n'avait pas révélé ses crimes. Au contraire, il les avait utilisés comme un moyen de pression, prenant discrètement le contrôle des biens même qu'il pensait protéger ou voler. À l'hôtel Riverside, Christie était assise au bar où elle avait rencontré Craig à maintes reprises, sirotant un martini et essayant de comprendre comment sa vie avait pu si complètement imploser. Craig ne l'avait pas rappelé depuis la réunion du conseil d'administration. L'avocat spécialisé en divorce qu'elle avait engagé l'avait abandonné après avoir découvert la clause d'adultère du contrat de mariage, une clause dont elle avait oublié l'existence. Ses enfants, Benjamin et Flora, séjournaient chez Marcus dans une propriété qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Lorsqu'elle avait voulu les récupérer à l'école, des agents de sécurité avaient présenté des documents judiciaires accordant à Marcus la garde exclusive temporaire, sur la base de preuves de son mode de vie instable et de son comportement inapproprié. Les organisations caritatives auxquelles elle avait réellement participé avaient reçu des dons anonymes en son nom. Des dons assortis d'instructions strictes lui interdisant de participer à leurs activités. Son cercle social avait été systématiquement empoisonné contre elle par une campagne de rumeurs la présentant comme une adultère manipulatrice ayant détruit la famille d'un homme bien. Craig Fitzgerald découvrait que sa propre trahison était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. La clause de non-concurrence de son contrat ne concernait pas uniquement les contrats avec des concurrents. Elle couvrait toute activité liée au bâtiment dans une zone de cet État. Ses options d'achat d'actions, qu'il estimait valoir près de 2 millions de dollars, étaient liées à des indicateurs de performance que Marcus sabotait systématiquement depuis des mois. Pire encore, toutes les relations que Craig pensait avoir nouées dans le secteur avaient été compromises. Marcus lui avait fourni de fausses informations sur sa position auprès de partenaires potentiels, lui laissant croire que des portes étaient ouvertes alors qu'elles lui avaient été claquées des mois auparavant. Le coup de grâce survint lorsque Craig découvrit que le bail de son propre appartement était détenu par une filiale de Todd Industries. L'hôtel Riverside où il avait mené sa liaison était également détenu par Marcus Todd via une série de sociétés écrans. Mais le véritable chef-d'œuvre de Marcus résidait dans la psychologie. Il leur avait laissé à chacun juste assez d'espoir pour continuer à se battre, juste assez de ressources pour les empêcher de s'en aller complètement. Il voulait qu'ils luttent, s'épuisent à reconstruire pendant qu'ils détruisaient systématiquement toutes les nouvelles fondations qu'ils tentaient de poser. Chez Todd Industries, la nouvelle assistante de Marcus, Angelica English, examinait les rapports du jour. « Monsieur, votre père a demandé un rendez-vous. Il propose de céder ses actions restantes en échange de l'arrêt des saisies d'actifs. » Marcus ne leva pas les yeux des plans d'architecte étalés sur son bureau. « Dites-lui qu'il n'a plus rien à négocier. S'il veut revoir ses petits-enfants, il peut prendre rendez-vous comme tout le monde. Et Madame Todd, elle n'arrête pas d'appeler. Elle dit qu'elle fera tout pour voir Benjamin et Flora. Tout. » Le sourire de Marcus était glacial. Ensuite, elle pourra commencer par admettre publiquement son adultère et présenter des excuses officielles à nos enfants pour avoir détruit leur famille. En écrivant au Chicago Tribune, Angelica se tortilla, mal à l'aise. « Monsieur, est-ce légal ? » « Elle a le droit de garder le silence, » répondit Marcus. « Elle a aussi le droit de voir ses enfants. Elle ne peut pas avoir les deux. » Le génie de la vengeance de Marcus ne résidait pas seulement dans son ampleur. C'était sa patience. Chaque geste avait été calculé pour donner espoir à ses ennemis avant de le détruire. Pour leur faire croire qu'il comprenait le jeu avant de révéler de nouvelles règles qu'il n'avait jamais imaginées. Il avait appris quelque chose que son père ne lui avait jamais enseigné, la différence entre pouvoir et contrôle. Le pouvoir, c'est ce qu'on prend. Le contrôle, c'est ce qu'on construit. Morceau par morceau, décision après décision, jusqu'à ce que ses ennemis s'autodétruisent, tentant d'échapper au labyrinthe que vous aviez construit autour d'eux. La guerre était loin d'être terminée, mais Marcus Todd ne luttait plus pour sa survie. Il se battait pour la victoire absolue. Chapitre 5, le choix des enfants. Le plus dur dans toute guerre, songea Marcus, était d'accepter qu'il y aurait des victimes parmi ceux qu'on aimait. Benjamin et Flora vivaient avec lui depuis 2 semaines maintenant dans le penthouse de son nouvel immeuble, et les questions dans leurs yeux devenaient chaque jour plus difficiles à répondre. « Pourquoi on ne peut pas voir maman ?» demanda Flora au petit déjeuner, le visage de sa fille de 8 ans crispé par là. Confusion. Elle n'arrête pas d'appeler, mais tu dis toujours qu'elle est occupée. Marcus posa sa tasse de café et observa le visage de sa fille. Elle avait les yeux de Christie,
mais son menton têtu. Parfois, les adultes font des choix qui blessent ceux qu'ils aiment. Ta mère a fait des choix qui ont été très blessants pour notre famille. Benjamin, plus âgé et plus rusé, a fait circuler ses céréales dans son bol. Elle t'a trompé, n'est-ce pas? Avec Monsieur Craig. La franchise de la question a frappé Marcus comme un coup de poing, mais son expression est restée impassible. Oui, mon fils, elle l'a fait. Vas-tu lui pardonner? Demanda Flora avec l'espoir innocent d'un enfant qui croit encore aux fins de contes de fées. Marcus s'agenouilla près de la chaise de sa fille, prenant ses petites mains dans les siennes. Il y a des choses dans la vie qui ne se réparent pas par des excuses. Quand on trahit la confiance à ce point, elle reste brisée. Ce qu'il ne leur a pas dit, c'est que leur mère avait désespérément essayé de les voir, qu'elle avait proposé de renoncer à tout droit sur la maison, les voitures, tout, juste pour un droit de visite. Ce qu'il ne leur a pas dit, c'est qu'il avait documenté chaque appel téléphonique, chaque message désespéré, construisant un dossier sur l'influence instable de Christie. Ne pouvait pas offrir un environnement sûr. Mais Marcus avait sous-estimé l'intelligence de ses enfants et leur amour pour leur mère. Cet après-midi-là, alors que Marcus était en réunion, Benjamin a utilisé le système de sécurité de l'immeuble, qu'il avait vu son père actionner des dizaines de fois, pour laisser Christie entrer dans le penthouse. Mère et enfant étaient serrés l'un contre l'autre dans le salon, les larmes aux yeux. « Je suis tellement désolé, mes bébés, murmura Christie. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Maman, papa dit que tu as brisé notre famille, dit Benjamin d'une voix brisée. Il dit qu'on ne peut plus te faire confiance. Le cœur de Christie se brisa, mais elle se força à être honnête. J'ai fait une terrible erreur. J'ai blessé ton père, et je t'ai blessé aussi. Et je suis plus désolé que je ne pourrai jamais le dire. Mais je vous aime tous les deux plus que tout au monde. Flora leva les yeux, les larmes aux yeux. Peux-tu arranger ça? Je ne sais pas, ma puce. Ton père est très en colère, et il a parfaitement raison. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Marcus était rentré plus tôt que prévu de sa réunion et qu'il observait la scène à travers les caméras de sécurité. Il vit l'angoisse sincère sur le visage de Christie, l'amour désespéré pour leurs enfants, et pendant un instant, quelque chose en lui vacilla. Puis il repensa aux mains de Craig sur sa femme, aux mensonges qu'elle avait proférés, à la trahison qui avait fait plus de mal que n'importe quelle affaire. Ce moment de faiblesse passa comme une fumée. Marcus entra discrètement dans le penthouse, sa présence emplissant la pièce comme un front froid. « Bonjour, Christie. » Elle se leva lentement en s'essuyant les yeux. « Marcus, s'il te plaît. Je voulais juste les voir. »« Tu es en violation de propriété, dit-il calmement. Je pourrais te faire arrêter. »« Papa, non. » Flora courut vers lui et l'attrapa par les jambes. « C'est notre maman. » Benjamin se tenait entre ses parents, paraissant plus vieux que ses 10 ans. « Papa, » elle s'excusa. « N'est-ce pas suffisant ?» Marcus baissa les yeux vers son fils, y voyant une intelligence et un jugement qui lui rappelaient lui-même à cet âge. « Benjamin, quand on te trahit, le pardon ne suffit pas. Les actes ont des conséquences. Ta mère a préféré Craig Fitzgerald à notre famille. Ce choix a des conséquences. Mais elle nous a choisis maintenant, argumenta Benjamin. Elle revint après avoir tout perdu. Marcus répondit, ce n'est pas un choix, fiston. C'est du désespoir. Christie s'avança, la voix tremblante. Marcus, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout détruit. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais ne punis pas les enfants pour mes erreurs. Je ne les punis pas, dit Marcus froidement. Je les protège de quelqu'un qui a prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour les choses les plus importantes de sa vie. La dispute qui s'ensuivit fut d'une franchise brutale. Christie supplia, Marcus resta impassible, et les enfants regardèrent leur famille se désintégrer complètement. Lorsque la sécurité de l'immeuble raccompagna enfin Christie dehors, Benjamin et Flora pleuraient tous les deux. Cette nuit-là, Marcus trouva un mot glissé sous la porte de sa chambre. De l'écriture soignée de Benjamin, « Papa, je t'aime, mais maman nous aime aussi. Peut-être que la colère est plus importante pour toi que la famille. Ça me rend triste. » Pour la première fois depuis le début, Marcus Todd sentit quelque chose se fissurer dans l'armure de ses certitudes, mais il était allé trop loin pour s'arrêter maintenant. Le nom de Todd signifiait quelque chose, et il ne voulait pas qu'il soit associé à la faiblesse ou au pardon d'une trahison. Le lendemain matin,
il prit des dispositions pour que Benjamin et Flora aillent en pension dans le Connecticut. S'il ne comprenait pas la nécessité de ces actes, peut-être que la distance apporterait la clarté. En signant les papiers d'inscription, Marcus se dit qu'il s'agissait d'une protection, pas d'une punition. Mais au fond, il savait qu'il choisissait la vengeance plutôt que l'amour. Et il était en paix avec ce choix. Chapitre 6. Les derniers préparatifs. 6 mois après la réunion du conseil d'administration qui avait tout déclenché, Marcus Todd se tenait dans son nouveau bureau, examinant des rapports qui l'auraient fait sourire s'il avait encore été capable de se réjouir. Todd Industries était devenu un mastodonte, absorbant non seulement l'entreprise familiale, mais aussi 3 de leurs principaux concurrents. Ses ennemis n'étaient pas seulement vaincus. Ils étaient lentement réduits en poussière. Randolph Todd avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Le fier patriarche, autrefois respecté à Chicago, vivait désormais dans un modeste appartement. Ses biens avaient été systématiquement saisis, sa réputation détruite par des fuites d'informations sur ses comptes offshore et ses pratiques commerciales douteuses. Il avait tenté de contacter Marcus des dizaines de fois. Mais son fils avait été clair, il n'y aurait ni réconciliation, ni pitié, ni pardon. Le point de rupture survint lorsque Randolph fut victime d'une légère crise cardiaque et fut hospitalisé. Marcus reçut l'appel, mais ne lui rendit pas visite. Il envoya plutôt des fleurs avec un mot. Le sang n'excuse pas la trahison. Bon rétablissement. Nelson Stannon avait connu un sort encore pire. Il était poursuivi au niveau fédéral pour détournement de fonds, que Marcus avait soigneusement documenté et déclaré avoir négocié sa peine pour être incarcéré dans une prison à sécurité minimale. Sa femme avait divorcé, ses enfants avaient changé de nom et son entreprise de construction avait été liquidée pour verser des dommages et intérêts. Mais c'est la destruction de Craig Fitzgerald qui fit de Marcus le plus grand mal. Avait élaboré avec le plus grand soin. Incapable de travailler dans le bâtiment en raison de la clause de non-concurrence, Craig avait tenté de créer une entreprise de paysagisme. Marcus avait systématiquement détruit tous les contrats, empoisonné toutes les relations et s'était assuré que la réputation de Craig était si entachée qu'il ne pouvait plus trouver de travail comme tondeur de pelouse, et encore moins comme constructeur. Le coup de grâce était venu lorsque Marcus avait racheté la banque qui détenait l'hypothèque de Craig, ses prêts automobiles et ses cartes de crédit. Tout ce que Craig possédait était désormais contrôlé par l'homme dont il avait contribué à détruire la vie. Christy s'était montrée plus résiliente que Marcus ne l'avait imaginé. Incapable de voir ses enfants régulièrement et coupée de son ancienne vie, elle avait emménagé dans un petit appartement et accepté un emploi d'enseignante remplaçante, avait rejoint des groupes de soutien, avait commencé une thérapie et avait entamé le lent processus de reconstruction sans la richesse et le statut qu'elle avait connu toute sa vie d'adulte. Ce qui irritait Marcus, c'était qu'elle semblait aller mieux, plus heureuse d'une certaine manière. Les événements caritatifs constants et l'ascension sociale avaient été remplacés par un travail sincère, de vraies relations, un but authentique. Elle lui avait écrit plusieurs lettres, non pas pour quémander de l'argent ou un statut, mais pour demander. Seulement pour passer du temps avec Benjamin et Flora. Il les avait tous ignorés. Les enfants avaient été la complication inattendue de sa vengeance parfaite. Dans leur pensionnat du Connecticut, Benjamin et Flora étaient tous deux en difficulté. Non pas sur le plan scolaire, mais l'intelligence de Todd était forte chez eux. Mais émotionnellement, ils écrivaient des lettres demandant à rentrer chez eux, à voir leur mère, à comprendre pourquoi leur famille avait été si complètement détruite. Marcus avait réagi en engageant les meilleurs psychologues pour enfants disponibles, pour expliquer à ses enfants qu'il fallait parfois briser les familles pour éviter de plus grands dommages. Les médecins avaient été moins encourageants qu'ils ne l'avaient prévu. Monsieur Todd, le docteur Vera Proctor lui avait dit lors de leur dernière consultation, « Vos enfants montrent des signes de détresse émotionnelle importante. Ils se sentent abandonnés par leurs 2 parents, par la trahison initiale de leur mère et par votre réaction. Ils ont besoin de stabilité, pas de nouvelles punitions. Ils doivent comprendre que leurs actes ont des conséquences, » avait répondu Marcus. Ils doivent apprendre que la loyauté compte plus que les sentiments. Ce sont des enfants, pas des partenaires commerciaux. Ils ont besoin d'amour, pas de leçons de pouvoir. Marcus avait renvoyé le docteur Proctor et avait trouvé quelqu'un de plus disposé à soutenir sa démarche. Alors qu'il se préparait à ce qu'il considérait comme la phase finale de sa vengeance, Marcus examina les profils psychologiques qu'il avait commandés pour chacune de ses cibles. Il voulait comprendre précisément l'ampleur de la douleur qu'il avait causée, et celle qu'il pouvait encore infliger. Ces profils offraient une lecture intéressante. Randolph était brisé, mais se battait toujours,
s'accrochant à l'espoir d'une réconciliation avec ses petits-enfants. Nelson était vaincu mais plein de ressentiment, complotant de petites vengeances depuis sa cellule. Craig était désespéré et dangereux, poussé si loin au-delà de ses limites qu'il risquait de faire quelque chose d'imprévisible. Et Christie évoluait. La mondaine superficielle qu'il avait trahie devenait quelqu'un de plus profond, quelqu'un qui pourrait bien mériter l'amour qu'elle avait gaspillé. Cette transformation offensa Marcus plus que sa trahison initiale. Son interphone explosa. « Monsieur Todd, un certain Craig Fitzgerald est ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous. » Marcus sourit pendant pour la première fois depuis des semaines. « Envoyez-le. » L'acte final allait commencer, et tous les acteurs étaient exactement là où Marcus les voulait. Il avait passé des mois à se préparer pour ce moment où ses ennemis seraient suffisamment désespérés pour commettre le genre d'erreur qui justifierait tout ce qu'il leur avait fait. Craig Fitzgerald s'apprêtait à remettre à Marcus l'arme qui les détruirait tous à jamais. Et Marcus Todd était prêt à s'en servir. Chapitre 7. Le gambit du désespoir. Craig Fitzgerald ressemblait à un homme qui vivait dans sa voiture, ce qui n'était pas loin de la vérité. Son apparence autrefois impeccable s'était détériorée en vêtements froissés, yeux injectés de sang et l'énergie désespérée de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Lorsqu'il entra dans le bureau de Marcus, il se déplaça comme un animal acculé. « Marcus, » dit Craig d'une voix forte. « Il faut qu'on parle. » Marcus ne leva pas les yeux de ses papiers. « Monsieur Fitzgerald. Je ne savais pas qu'on avait quoi que ce soit à se dire. » Le masque de civilité de Craig finit par tomber complètement. « Tu as détruit ma vie, ma carrière, tout ce pourquoi j'ai travaillé. Mais tu as commis une erreur. » « Une seule ?» demanda Marcus d'un ton doux. Craig sortit son téléphone et le posa sur le bureau de Marcus. « J'ai tout enregistré. Chaque conversation que Christie et moi avons eue à ton sujet, à propos de l'entreprise, à propos de tes précieux petits secrets. » Marcus releva enfin les yeux, l'air inchangé. « Comme par exemple, comment tu blanchissais de l'argent via ces sociétés écrans. Comme comment tu soudoyais les fonctionnaires municipaux pour le projet de quartier portuaire. Comme comment tu détruisais systématiquement la vie des gens par la surveillance illégale et la manipulation financière. » Le silence s'installa entre eux comme une lame. La main de Craig tremblait légèrement en attendant la réponse de Marcus. « Théorie intéressante, » dit finalement Marcus. « As-tu des preuves de ces crimes présumés ? J'ai des enregistrements de ta femme qui les confirment. » Ma femme, qui avait une liaison avec toi à l'époque, dont la crédibilité est quelque peu compromise, n'a jamais été au courant de mes activités commerciales. Marcus se renversa dans son fauteuil. « Craig, tu es plus désespéré que je ne le pensais. Je veux 10 millions de dollars où ces enregistrements vont au FBI, à l'IRS et à chaque journal de Chicago. » Marcus se leva lentement, marchant vers sa fenêtre. La ville s'est étendue en dessous de lui, un témoignage de sa puissance et de sa vision. Vous savez ce qui est fascinant dans les conversations enregistrées, Craig ? Ils peuvent être édités, manipulés, sortis de leur contexte, en particulier lorsqu'ils impliquent un ancien employé en disgrâce et un adultère qui complotait contre leur victime. Vous pensez que vous êtes intouchable ? La voix de Craig a craqué. Vous pensez que vous pouvez détruire tout le monde autour de vous sans conséquence ? Je pense que Marcus se retourna pour lui faire face. Que vous venez de commander l'extorsion dans mon bureau avec mes caméras de sécurité enregistrant chaque mot. Le visage de Craig est devenu blanc en réalisant son erreur. Vous bâtard. Je suis un salaud qui gagne. Craig, tu es juste un salaud. Marcus appuya sur un bouton sur son bureau. La sécurité vous escortera. Si vous me contactez à nouveau ou un membre de ma famille ou que vous essayez d'interférer avec mon entreprise de quelque manière que ce soit, je vous ferai arrêter pour l'extorsion, le harcèlement et toutes les autres accusations que mon équipe juridique très chère peut imaginer. Mais Craig n'était pas terminé. Alors que les gardes de sécurité entraient dans le bureau, il a joué sa dernière carte. Vous voulez savoir ce que Christie a vraiment dit de vous, Marcus ? Elle a dit que vous étiez une machine froide et sans émotion qui n'a jamais vraiment aimé personne. Elle a dit qu'elle était désolée pour vos enfants parce qu'ils grandiront comme vous. Incapables de la véritable connexion humaine. Les mots ont frappé leur cible. Le sang-froid de Marcus a craqué pendant un instant, juste assez longtemps pour que Craig puisse voir la douleur sous la glace. Elle a dit qu'elle ne t'a pas trompé parce qu'elle ne t'aimait pas. Craig continua tandis que les gardes attrapaient ses bras. Elle a triché parce qu'elle essayait de ressentir quelque chose de réel pour une fois dans sa vie.
Après que Craig ait été enlevé, Marcus s'est tenu seul dans son bureau. Le poids de ses mots s'installe sur lui comme des cendres. Il avait gagné cette confrontation car il avait gagné tous les autres, mais la victoire était creuse. Ce soir-là, Marcus a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il a appelé ses enfants au pensionnat. La voix de papa Benjamin était prudente, incertaine. « Bonjour, fils. Comment vas-tu ? » « Très bien, je suppose. Flora manque à la maison. Elle manque maman. Et toi ? » Une longue pause. La façon dont les choses se passaient avant que tout ne se brisait. Marcus ferma les yeux. Benjamin, parfois les choses doivent être brisées avant de pouvoir reconstruire correctement. Mais que se passe-t-il s'ils ne peuvent pas être reconstruits du tout ? Et si certaines choses ont juste disparu pour toujours ? La question pendait entre eux, la sagesse d'un enfant traverse toutes les justifications soigneusement construites de Marcus. Papa, la voix de Benjamin était plus petite maintenant. Allez-vous jamais pardonner maman ? Marcus a réfléchi aux paroles de Craig, à la transformation de Christie, sur les rapports de ses enquêteurs montrant qu'elle vivait une vie tranquille d'un véritable service plutôt que de performances superficielles. Je ne sais pas, fils, dit-il finalement. Et pour la première fois depuis des mois, il disait la vérité complète. Après avoir raccroché, Marcus était assis dans son bureau vide, entouré de l'empire qu'il avait construit sur les cendres de son ancienne vie. Il avait tout gagné et avait tout perdu. Et pour la première fois, il n'était pas sûr de ce qui comptait le plus. Le dernier acte de sa vengeance était prêt à se dérouler, mais Marcus Todd commençait à se demander si la victoire valait le prix qu'il avait payé. Chapitre 8. Le point de non-retour. L'appel est arrivé à 3 heures du matin, perçant le sommeil de Marcus comme une alarme. La voix de Nan était tremblante, professionnelle malgré l'heure. Monsieur Todd, il y a eu un accident. Ton père. Marcus était habillé et dans sa voiture dans les 10 minutes, son esprit coulant alors qu'il traversait les rues vides de Chicago au Northwestern Memorial Hospital. Randolph Todd s'était effondré dans son appartement seul et n'a pas été retrouvé pendant 6 heures. Les médecins étaient prudents quant à son pronostic. Debout dans la salle d'attente des soins intensifs, Marcus a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Incertitude. Son père est resté inconscient. Machine surveillant son cœur défaillant. Et pour la première fois, Marcus a été contraint de faire face à la possibilité que sa vengeance soit allée trop loin. Marcus. Il se tourna pour trouver Christy s'approchant, toujours dans ses vêtements de professeur de substitut, son visage dessiné avec inquiétude. Je suis venu dès que j'ai entendu. Comment avez-vous ? Benjamin m'a appelé. Il a peur. Elle se tenait à côté de lui, ne touchant pas, mais assez près pour qu'il puisse sentir son parfum familier. Les enfants veulent rentrer à la maison. Ils veulent voir leur grand-père. Ils sont plus sûrs à l'école. Leurs enfants pleurent leur famille. Marcus, la sécurité n'est pas ce dont ils ont besoin pour le moment. Avant que Marcus puisse répondre, un médecin s'est approché. Monsieur Todd, votre père est stable, mais il vous demande et il continue de mentionner les petits-enfants. Marcus a suivi le médecin dans l'USI, laissant Christy dans la salle d'attente. Randolph avait l'air plus petit que Marcus ne l'avait jamais vu, les machines le faisant paraître fragile et mortel. Fils. La voix de Randolph était à peine un murmure. Je suis désolé. Les mots frappent Marcus comme un coup physique. Son père ne s'est jamais excusé auprès de lui pour quoi que ce soit. Papa, non. Non, écoutez. Les yeux de Randolph étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. J'avais tort sur l'entreprise, pour essayer de vous pousser. Tu étais toujours mieux que moi, plus intelligent, plus fort. J'étais jaloux de ce que vous pouviez construire. Marcus sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Vous m'avez appris tout ce que je sais. Je t'ai appris à être impitoyable. Je ne t'ai jamais appris quand s'arrêter. La main de Randolph a trouvé Marcus. Où sont mes petits-enfants ? Ils sont absents à l'école. Ramenez-les à la maison. Ce n'était pas une demande. Et pardonne à ta femme. Papa, elle nous a trahis. Elle a détruit notre famille. Vous avez détruit votre famille, fils. Elle a fait une erreur. Vous avez choisi la vengeance plutôt que l'amour. Les machines ont bipé régulièrement, marquant le temps dans une pièce où le temps pourrait s'épuiser. Je ne peux pas, chuchota Marcus. Je ne sais pas comment m'arrêter.
Vous commencez par un appel téléphonique à vos enfants, puis un autre à votre femme. Ensuite, vous construisez quelque chose au lieu de le démolir. Cet après-midi, Marcus a appelé Benjamin et Flora. Pour la première fois depuis des mois, il a écouté plus qu'il ne parlait. Grand-père est vraiment malade. La voix de Flora était petite et effrayée. Oui, ma chérie. Il veut te voir tous les deux. Tu nous ramener à la maison? Demanda Benjamin, Hope se glissant dans sa voix. Marcus a regardé par la fenêtre de son bureau à la ville qu'il avait conquise, à l'empire qu'il avait construit sur les bases de sa colère. Oui, fils. Je te ramène à la maison. Et maman? La question qu'il redoutait, Marcus a pensé aux paroles de Randolph sur l'homme en Nuécie qui n'aurait peut-être pas beaucoup de temps pour voir ses petits-enfants avec leurs parents. Nous verrons, Marcus a dit et le pensait. Mais alors qu'il prenait des dispositions pour le retour des enfants, Marcus a reçu un appel qui a tout changé. Craig Fitzgerald avait été retrouvé mort dans son appartement, un suicide apparent. La note qu'il avait laissée était simple. Je ne peux pas vivre avec ce que je suis devenu. La nouvelle a frappé Marcus comme un coup physique. Il avait voulu que Craig détruit, humilié, vaincu, mais pas mort. L'homme qui l'avait trahi avait disparu. Et au lieu de la satisfaction, Marcus n'a ressenti qu'un vide creux. Lorsque Christy a entendu parler de la mort de Craig, elle est venue au bureau de Marcus sans qu'on leur demande. Elle pleurait, non seulement pour Craig, mais pour tous. Cela doit s'arrêter, a-t-elle dit à travers ses larmes. Ce cycle de punition et de vengeance. Craig est mort. Votre père est en train de mourir. Nos enfants sont traumatisés. De quoi avez-vous de plus pour prouver? Marcus regarda la femme qu'il avait autrefois plus que la vie elle-même. Qui l'avait trahi? Qui avait payé cette trahison avec tout ce qu'elle avait autrefois cher? Elle était différente maintenant, plus difficile à certains égards, mais plus authentique. Le monde un peu profond avait disparu, remplacé par quelqu'un qui avait appris à quoi ressemblait la perte réelle. Je ne sais pas comment m'arrêter, a-t-il admis, faisant écho à ses paroles à son père. Vous commencez par choisir l'amour plutôt que la colère, a-t-elle dit. Vous commencez par laisser nos enfants reculer de leurs parents. Cette nuit-là, alors que Benjamin et Flora dormaient dans leur propre lit pour la première fois depuis des mois, et que Randolph Todd se battait pour sa vie en soins intensifs, Marcus Todd se tenait à sa fenêtre et faisait un choix qui définirait le reste de sa vie. La question était de savoir s'il était assez fort pour choisir le pardon plutôt que la vengeance, la reconstruction de la vengeance. La réponse déterminerait si la famille Todd avait un avenir. Chapitre 9. Le calcul. 3 semaines plus tard, Randolph Todd a été libéré de l'hôpital dans les soins de son fils. L'expérience de la mort imminente l'avait changé, l'avait fait frire, mais en quelque sorte plus présent. Il a passé ses journées dans le penthouse de Marcus, à jouer aux échecs avec Benjamin et à lire des histoires à Flora, rattrapant des mois de séparation. Marcus a regardé son père avec ses enfants et a vu quelque chose qu'il avait oublié existant. Amour simple sans condition ni stratégie. Randolph avait été un homme dur, exigeant et souvent cruel. Mais avec ses petits-enfants, il était simplement un grand-père qui avait presque perdu sa chance de les connaître. Il est différent, a déclaré Benjamin un soir après avoir aidé son grand-père à se coucher. Grand-père me faisait peur parfois. Maintenant, il semble juste triste. Les gens changent, a répondu Marcus, bien qu'il apprenait toujours ce que cela signifiait pour lui-même. Christy avait visité quotidiennement, ostensiblement pour voir les enfants, mais aussi pour aider à prendre soin de Randolph. Elle et Marcus ont maintenu une distance minutieuse, ne parlant que de questions pratiques, d'horaires, de rendez-vous médicaux, des besoins des enfants. Mais Marcus s'est retrouvé à la regarder quand elle ne savait pas qui le regardait, voyant à quel point elle s'occupait naturellement de son père, à quel point elle a fait rire sans effort leurs enfants. La femme qui l'a trahi était partie, remplacée par quelqu'un qu'il commençait à respecter, sinon encore, la confiance. Nelson Stanton est resté en prison, impénitent et amer. Marcus avait le pouvoir d'aider à réduire sa peine, mais a choisi de ne pas le faire. Certaines trahisons, ont-ils décidé, étaient impardonnables, en particulier de quelqu'un qui n'avait montré aucun remords. Les funérailles de Craig avaient été petites, fréquentées principalement par des parents éloignés qui le connaissaient à peine. Marcus n'était pas parti, mais Christy avait, portant des fleurs et le poids de la culpabilité que Marcus a reconnu parce qu'il le portait aussi. Ils ont tous deux joué des rôles dans la destruction de Craig, et sa mort était un fardeau qu'il porterait pour toujours.
Le tournant est survenu lors d'un dîner en famille, le premier qu'ils avaient partagé en près d'un an. Flora racontait une histoire sur l'école. Benjamin arguait de la politique avec son grand-père. Et pendant un moment, Marcus pourrait imaginer à quoi pourrait ressembler le pardon. Papa, dit soudainement Flora. Est-ce que maman se remet ensemble? La question était suspendue dans les airs comme de la fumée. Marcus regarda Christy, qui coupait soigneusement sa viande, faisant semblant de ne pas entendre. C'est compliqué, chérie. Marcus a dit enfin parce qu'elle vous a blessé? Demanda Benjamin avec la franchise des jeunes. Oui, mais elle a dit qu'elle était désolée. Et tu l'as blessée en arrière. N'est-ce pas suffisant? Marcus posa sa fourchette, étudiant le visage de son fils. Que pensez-vous, Benjamin? Je pense que Benjamin a dit attentivement, qu'être juste n'est pas la même chose que d'être heureux. Et je pense que notre famille était plus heureuse avant que tout le monde soit si inquiet d'avoir raison. Cette nuit-là, après que les enfants dormaient et que Randolph a été installé dans sa chambre, Marcus a trouvé Christy sur le balcon en regardant les toits de Chicago. Merci, dit-il, la rejoignant à la balustrade. Pourquoi? Pour avoir pris soin de lui, mon père. Tu n'as pas eu à faire ça. C'est leur grand-père et il est en train de mourir. Elle se tourna pour le regarder. Marcus, je sais que tu ne peux pas me pardonner. Je comprends cela, mais pouvez-vous au moins essayer de vous pardonner pourquoi? Pour être humain. Pour avoir été blessé, pour avoir fait des erreurs lorsque vous souffriez. Marcus pensa à Craig, à propos de l'empire qu'il avait construit sur la colère, des enfants qui avaient payé le prix des échecs des adultes. Je l'ai détruit, a déclaré Marcus tranquillement. Craig, je l'ai poussé jusqu'à ce qu'il se fasse complètement briser. Nous l'avons fait tous les deux. Je l'ai choisi par rapport à notre famille et vous avez choisi la vengeance de la miséricorde. Nous sommes tous les deux responsables de ce qui lui est arrivé. Ils se tenaient en silence. Deux personnes qui se sont aimées, se sont trahies et se sont blessées mutuellement. Craig m'a fait sentir vu. Et maintenant je sais que se sentir vu ne vaut pas la peine de détruire tout ce qui est réel pour quelque chose de temporaire. Elle marqua une pause. Je sais que cela n'excuse pas ce que j'ai fait. Rien ne l'excuse, mais c'est la vérité. Marcus assimila cela, la compréhension le frappa enfin. Je t'ai rendu invisible. Nous nous sommes rendus invisibles l'un l'autre. J'ai cessé de chercher à rivaliser avec ton travail, et tu as cessé de me voir autrement qu'en arrière-plan. Et les enfants ont tout vu. Oui. Ils ont vu leurs parents. Cesse de s'aimer bien avant de commencer à tricher. Son sommeil, entouré de son fils et de ses petits-enfants. Ces derniers mots étaient à Marcus. Construire quelque chose de beau. Les funérailles étaient petites mais significatives. Marcus a parlé de la complexité de son père, de ses échecs et de son amour, de sa dureté et de sa sagesse ultime. Il a parlé du pardon et de la différence entre la justice et la vengeance. Après le service, alors que les gens partaient, Marcus s'est retrouvé seul avec Christy dans le cimetière. Que se passe-t-il maintenant? Elle a demandé. Marcus regarda la tombe de son père. Pensez aux empires construits sur la colère et les familles détruites par la fierté. Maintenant, nous essayons de construire quelque chose de beau, a-t-il dit. Peut-être pas ensemble, mais pour eux. Il hocha la tête vers Benjamin et Flora, qui plaçaient des fleurs sur la tombe de leur grand-père. Pouvez-vous me pardonner? Demanda Christy. Marcus a examiné la question qu'il avait hantée pendant un an. Je ne sais pas, mais je peux essayer d'arrêter de vous punir pour cela. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas une fin heureuse, mais ce fut un début, la première étape vers la construction de quelque chose sur l'amour au lieu de la vengeance, sur l'espoir au lieu de la colère. Marcus Todd avait passé un an à apprendre à détruire tout ce qui l'a touché. Maintenant, il passait le temps à apprendre à créer quelque chose qui mérite d'être gardé. Les enfants méritent autant, et peut-être lui aussi. Épilogue. 5 ans plus tard, Marcus Todd se tenait dans le même cimetière, mais cette fois, il n'était pas seul. Benjamin, maintenant âgé de 15 ans, et Flora, 13 ans, l'ont flanqué alors qu'ils visitaient la tombe de leur grand-père. Christy se tenait à proximité avec son deuxième mari, une douce enseignante qui a traité les enfants de Marcus comme les siens. Marcus ne s'était jamais remarié. Il a construit son empire en quelque chose de significatif. Projets de logements abordables, fondations éducatives, programmes pour les jeunes défavorisés.
La colère qui l'avait autrefois conduit avait été remplacée par un but. Lui et Christy ne s'étaient jamais réconciliés de manière romantique, mais ils avaient appris à coopérer efficacement, même pour être des amis en quelque sorte. La trahison serait toujours entre eux, mais elle ne les définissait plus. Nelson Stannon avait été libéré de prison, un homme brisé. Marcus lui avait offert un emploi, non pas par don, mais par reconnaissance que certaines sanctions n'avaient pas de date de fin. Nelson avait décliné et disparu dans l'obscurité. L'entreprise familiale Todd avait été transformée d'une entreprise de construction en une entreprise de développement axée sur la construction communautaire plutôt que sur la maximisation des bénéfices. Marcus avait bien appris la dernière leçon de son père. La mesure d'un homme n'était pas ce qu'il pouvait détruire, mais ce qu'il pouvait créer. Debout dans le vent de Chicago, entouré de ses enfants et du fantôme des derniers mots de son père, Marcus Todd a finalement compris ce que cela signifiait pour construire quelque chose de beau. Il ne s'agissait pas du pardon ou de l'oubli. Il s'agissait de choisir quoi emporter et de laisser enterrer avec les morts. La fin.